domaine de recherche, c'est plutôt la pollution des milieux aquatiques, mais je suis aussi secrétaire générale de l'association Éco-Conscience. Alors, quel est le contexte énergétique actuel dans notre pays? Alors, nous tirons notre énergie du gaz et du pétrole. Alors, 53% de notre gaz vient de nos sous-sols et on importe le reste depuis l'Algérie. Pour le pétrole tunisien est de très bonne qualité, c'est-à-dire qu'il est quasiment sans soufre et sans plomb, et il est totalement exporté. Donc le pays importe du pétrole de moins bonne qualité, plus des carburants tout faits, parce que nos raffineries ne peuvent pas, n'ont pas la capacité de raffiner tous les besoins. Alors pour la production de gaz, on est à 56 000 équivalents barils pétrole, et pour le pétrole, on est à 67 000 barils. Alors il faut savoir que quasiment la totalité de la production de gaz se fait par British Gas, qui le revend à la STEG. Donc ça veut dire que les Tunisiens achètent leur propre gaz. Alors pour ce qui est de la consommation, nous consommons environ 108 000 équivalents barils de pétrole par jour et 90 000 équivalents barils par jour de pétrole. C'est-à-dire que nous consommons plus que nous produisons. Ce qui, bien sûr, va créer une situation de déficit énergétique qui se creuse depuis les années 2000. Alors, c'est un graphique issu d'une présentation du ministère de l'Industrie. Alors, bien sûr, ce déficit se creuse à cause de nous, c'est-à-dire de la demande qui augmente, puisque la démographie augmente, notre mode de vie est de plus en plus énergivore, et puis aussi, d'après le gouvernement ou d'après le ministère, à cause du déclin naturel des puits. Alors, quelle est la stratégie énergétique du pays? Alors, déjà, c'est d'économiser l'énergie. Débrancher les frigidaires, comme a dit François tout à l'heure. Enfermer. Alors, également de développer l'exploitation des gisements de pétrole et de gaz, ceux qui existent déjà, et en faire d'autres, en faire plus. Et puis, de diversifier les sources d'énergie, notamment l'énergie renouvelable. Donc, il y a un plan qui s'appelle l'Horizon 3030, c'est-à-dire que d'ici 2030, il faudrait que le renouvelable contribue à hauteur de 30% du mix énergétique. Hein, c'est ce qu'a dit M. Majdoub hier. Et puis le recours à des énergies non conventionnelles, donc ce qu'on appelle communément les huiles et gaz de schiste. Et puis, si ça ne marche pas avec les énergies non conventionnelles, pourquoi pas le charbon, avec des points d'interrogation. Alors en Tunisie, on nous a toujours dit qu'on n'avait pas de pétrole, qu'on était en déficit, etc. Mais si on regarde une carte de notre pays revue par l'ETAP, l'entreprise tunisienne des activités pétrolières, on voit que notre pays est un vrai gruyère et qu'il est composé par différentes concessions pétrolières et pétrogazières, sachant qu'un tiers de ces concessions sont à la main de compagnies étrangères, c'est-à-dire que l'État n'en retire aucun bénéfice financier. Et vous voyez que parmi les 60 compagnies qui gèrent, il y en a 4 qui sont tunisiennes et le reste sont des compagnies étrangères ou des compagnies mixtes. C'est pas tunisienne, Bouchamaoui. Elle n'est pas tunisienne, Bouchamaoui? Ben, je n'ai pas cité de nom. Donc voilà un petit peu cette carte recompile les différents logos de compagnies. Vous aurez la parole, Hossein, tout à l'heure. Donc, et en fait, le secteur pétrogazier constitue le premier secteur d'investissement étranger. Alors, lorsqu'on parle de conventionnel, je voudrais peut-être sensibiliser l'auditoire sur la question du gaz de schiste, parce qu'on en a beaucoup parlé en Tunisie et on n'en parle quasiment plus maintenant. Pourtant, c'est un problème qui reste d'actualité et qui est, comme toute autre problématique environnementale, sous le sceau du secret. Alors, le gaz de schiste dans le monde
les bassins en Bordeaux, les bassins de gaz de schiste représentés sur cette carte, montrent que tous les pays ne disposent pas de cette ressource. Mais la Tunisie, oui. En ce moment, il y a 3 pays producteurs, le premier étant les États-Unis, qui ont en gros 15-20 ans d'avance sur tout le reste, et puis dans une moindre mesure, le Canada et la Chine qui en produisent. On est au stade de la production. En Tunisie, il y a 2 bassins où on pourrait trouver ces énergies non conventionnelles, qui sont le bassin pélagien et le bassin d'Ordemes. Alors, c'est quoi le gaz de schiste? En réalité, le gaz de schiste, c'est la même chose que le gaz qu'on utilise, le gaz naturel, le gaz conventionnel, et qui est en fait du méthane. En revanche, la différence, c'est que le gaz conventionnel est contenu dans des poches, dans des réservoirs, alors que le gaz de schiste, il est disséminé, il est dispersé dans des couches schisteuses, dont la nature géologique est schisteuse. Alors bien sûr, la localisation différente de ce gaz fait que la technique d'extraction est différente. Et si je vous parle de technique, c'est juste pour que vous compreniez l'enjeu environnemental que c'est. Alors pour le conventionnel, il suffit, entre guillemets, de faire un forage vertical pour aspirer le gaz qui est condensé dans la poche réservoir. En revanche, pour le gaz de schiste, c'est beaucoup plus compliqué, il faut faire un forage vertical, puis un forage horizontal qui traverse la couche schisteuse, et ensuite retirer le gaz. Bon, je m'étalerai un petit peu plus sur la technique tout à l'heure, donc je vous dis que ça maintenant. Alors cette technique d'extraction, en réalité, c'est la fracturation hydraulique à haut volume, qu'il faut différencier de la fracturation hydraulique. Parce qu'on utilise la fracturation hydraulique dans le cas de ressources conventionnelles pour optimiser l'extraction de ces ressources. En revanche, dans le cas du gaz de schiste et du pétrole de schiste, on utilise la fracturation hydraulique à haut volume. Et les hauts volumes, ça fait référence au volume d'eau qu'on utilise. Pourquoi? Parce que la technique en elle-même consiste à injecter d'énormes quantités d'eau mélangées à des produits chimiques et à très forte pression pour exploser les couches de schiste et pouvoir ainsi libérer le gaz qui se trouve entre les couches. Alors cette technique, elle est plus complexe, elle est plus coûteuse que les techniques conventionnelles et surtout, elle reste encore expérimentale. Alors une fois qu'on a mis l'eau on a injecté l'eau dans le sous-sol à très forte pression, il faut savoir qu'en surface, on en récupère à peu près que la moitié restant, bien sûr, dans le sous-sol. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette eau? Eh bien, on peut la mettre dans des bassins, qui ressemblent au bassin d'Ixivia de tout à l'heure, à l'air libre, tout simplement. Alors, il faut savoir aussi que cette eau, quand elle remonte. Alors, non seulement il y a les produits chimiques qu'on a mis au départ, mais ensuite, par son séjour dans le sous-sol, elle va remonter rechargée en sels minéraux, donc elle est hyper salée, mais aussi en métaux lourds et parfois en éléments radioactifs, parce qu'il y a des couches schisteuses qui sont radioactives. Alors, bien sûr, vous imaginez le problème environnemental que ça peut poser. Alors l'épuration, elle est vraiment très complexe, elle est très coûteuse, et souvent, comme vous l'avez dit Simounine, eh bien, ça détruit le traitement biologique de l'eau parce que ça tue les bactéries, tout simplement. Elle est tellement toxique que ça rend la station totalement inefficace. Et pour l'eau qui reste dans le sous-sol, il y a bien entendu un risque de contamination des aquifères. Pour ce qui est de la pollution de l'air, et ça nous ramène un petit peu au réchauffement climatique, parce qu'il y a bien sûr des émanations de substances et de molécules volatiles qui se retrouvent dans l'atmosphère et qui peuvent être toxiques et aussi radioactifs, ça dépend des éléments. Alors, cet air est respiré bien sûr par les travailleurs, par les habitants, et puis le mouvement de la circulation atmosphérique fait que ça arrive ça s'étend sur de larges régions. D'ailleurs, il y a une étude récente qui prouve qu'il y aurait des gaz provenant des États-Unis au niveau de l'Europe, à cause de la circulation atmosphérique planétaire. Alors,
Aux États-Unis, comme je vous l'ai dit, qui sont bien plus avancés que tout autre pays dans le monde, il y a déjà eu des études épidémiologiques, sanitaires qui ont été faites, et on a remarqué que, par exemple, chez les travailleurs, le risque du cancer du sang, il est de plus 30%. Et le taux de mortalité, c'est 7 fois plus, hein, c'est pas pourcent, c'est 7 fois plus que tout autre secteur d'activité industrielle, hein, on entend. Alors, les femmes enceintes également sont concernées, et la population infantile, où il y a, dans les zones d'exploitation de gaz de schiste, des taux d'asthme 3 fois supérieurs à la moyenne nationale aux États-Unis. Alors, bien sûr, ça a un impact sur la faune sauvage, et notamment sur les oiseaux. Et pour ce qui est du réchauffement climatique, il y a un lien direct, parce que les émissions de méthane qui proviennent en fait de fuites des puits, et on estime qu'il y a entre 1 et à 5% des puits qui fuient, et c'est problématique parce que le méthane a un coefficient de réchauffement plus important que le CO2. En réalité, on estime que le méthane contribue de 1 à 3 fois plus au réchauffement climatique que le propre carbone. Alors, il y a également la libération d'autres gaz que le méthane, qui sont des gaz à effet de serre. Et donc, tout cela, bien sûr, a un impact direct sur le réchauffement climatique. Alors, souvent, les lobbies des compagnies pétrolières, ou même dans leur communication, les compagnies pétrolières nous disent « Mais nous, les produits chimiques qu'on met dans l'eau, eh bien, ce sont des produits d'utilisation courante, qu'on utilise tous les jours pour notre ménage, pour les cosmétiques, les produits détergents, etc. » Sauf qu'il y en a certains qui sont hautement toxiques, et certains identifiés comme cancérigènes. Alors ces produits ont des effets très pervers et très pernicieux sur notre santé, parce que on nous a fait croire que la quantité de produits chimiques qu'on mettait dans l'eau était de l'ordre de 0,5 à 2% du volume total de l'eau qui est injecté. Or, certaines molécules sont tellement toxiques que même à de très très faibles doses, elles sont capables de provoquer de très grandes perturbations, notamment sur le système hormonal. Alors il y a également ce qu'on appelle l'effet cocktail, c'est-à-dire que si vous prenez 2 ou 3 substances qui ne sont pas toxiques, mais que vous les mélangez ensemble, eh bien l'ensemble va être toxique. Il va y avoir un effet. Et puis il y a en troisième lieu le fameux effet réacteur, qui en fait, lorsque on fait descendre l'eau à forte pression à de très grandes profondeurs, là où se trouvent les couches de schiste, eh bien dans le sous-sol il y a des conditions qui ne sont pas les conditions de surface, c'est-à-dire on a des températures qui peuvent être élevées, on a des pressions qui sont très fortes, et ces molécules chimiques peuvent se transformer. Hein, elles peuvent catalyser ces facteurs du milieu ambiant dans le sous-sol, peuvent catalyser des réactions chimiques, et les produits chimiques qui remontent sont différents que les produits qui sont entrés, donc, et qui peuvent être très toxiques. Alors la toxicité peut s'exercer sur 3 niveaux générationnels, c'est-à-dire sur l'individu lui-même, et lorsqu'il s'agit d'une femme, sur l'embryon qu'elle porte, sur le bébé, donc c'est la 2e génération, et dans l'embryon, il y a les cellules sexuelles qui vont donner la génération d'après, qui peuvent elles aussi être affectées. Alors puisqu'on parle d'eau, alors que ce soit la fracturation hydraulique pour les énergies conventionnelles ou la fracturation hydraulique à haut volume pour les énergies non conventionnelles, on utilise de l'eau, et l'eau est douce, parce que l'eau salée, ça provoque l'érosion des tubelages qu'on utilise pour extraire ces énergies. Donc le but, ça n'est pas de mettre de l'eau salée, c'est bien de mettre de l'eau douce. Et pour un seul puits de gaz de schiste, on utilise 15 000 mètres cubes d'eau, c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'il faut pour irriguer 5 hectares de blé avant de pouvoir le récolter. Ou bien ce que utilisent 100 familles urbaines dans un quartier populaire pendant 2 ans. Et tout cela pour un seul puits. Alors la Tunisie, je ne vous l'apprends pas, c'est un pays qui est en pénurie structurelle d'eau. Hein, on l'a dit hier, il y a 400 mètres cubes d'eau par habitant par an. Et on est le 9e pays sur la liste mondiale des pays menacés par la pénurie d'eau.
Et le réchauffement climatique est en train d'accentuer ce problème. Alors quand on parle d'eau, on parle d'agriculture. Comme ça a été dit hier, sur les 5, enfin on utilise environ que 10% de nos terres arables, enfin on irrigue que 10% de nos terres arables. Il faut savoir qu'en Tunisie, on importe notre denrée alimentaire de base, qui est le blé, qu'il soit tendre ou dur. Malgré tout, l'agriculture représente 12% du produit intérieur brut. Donc c'est un secteur important pour nous. Ce secteur emploie 18% de la population active, alors que si on le compare avec le secteur pétro-gazier, ça n'est que 1% de la population active. Alors parlons d'emploi, puisqu'on nous a vanté les énergies non conventionnelles comme étant génératrices d'emplois. Si on prend l'exemple des États-Unis, on remarque que sur 500 000 puits, il y a eu de générer 600 000 emplois directs et indirects. Direct, c'est ceux qui travaillent sur les sites, et indirect, c'est ceux qui font vivre ceux qui travaillent sur les sites. L'hôtellerie, les restaurants, les teinturiers, les mécaniciens, enfin, indirect. Ce qui veut dire que par puits, il y a 1,2 emplois.